Bonjour à toutes et à tous. Donc la séance d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer un peu plus sur la gestion de la trésorerie. J'ai oublié de mettre le là dans le titre de mon cours. Donc gestion de la trésorerie en L3, c'est une matière qui est compensée par le marché public, je crois, ou en autre matière. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une matière assez complexe à maîtriser. Moi, lorsque j'ai fait mes examens, j'ai pas eu, disons que j'avais eu de la chance, puisque en session normale et en session de rattrapage, j'avais 6. Session normale, j'avais 6 et en session de rattrapage, j'avais pu obtenir une note de 10. Donc, si je vous prépare cet petit exercice, c'est pour que vous ne refaites plus les mêmes erreurs que moi et, euh, et que à la fin de l'examen, que ce soit en session normale ou en rattrapage, vous aurez toujours une note de 10 de 15 plutôt au minimum et que cette matière soit celle qui va rattraper celles qui seront un peu plus difficiles et qui vont concourir à votre obtention de votre licence en cette année 2023. Donc, gestion de trésorerie, on va d'abord partir par la définition. La gestion de la trésorerie, c'est la planification, l'organisation, la direction et le contrôle de toute recette et de toutes les dépenses, entre parenthèses, de tous les mouvements de fonds ayant lieu au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette définition? Gestion, puisque nous sommes élèves étudiants dans la mention gestion, on sait à peu près ce que signifie le mot gestion. Par contre, moi je pense mettre un peu plus l'action sur ce mot en particulier qui est trésorerie. Voilà, c'est celui-ci. Et trésorerie, comme on va le voir plus tard, ça va plus se concentrer sur le fond, c'est-à-dire le liquide qui va être qui va entrer et sortir au sein de l'entreprise. Donc sur ce point en particulier, le responsable financier et tous les assistants qui seront en charge de la partie financière de l'entreprise, c'est sur ce point-là qu'ils vont plus s'intéresser. Donc là, je pense qu'on a assez compris un peu ce qu'est la gestion de trésorerie. Maintenant, on va aller vers la suite. Donc là, il y a il y a une petite distinction à faire, qui est le résultat. Les résultats, ce sont tous les produits de la classe 7 et toutes les charges de la classe 6. C'est-à-dire qu'on obtient les résultats lorsqu'on aura fait, lorsqu'on aura fait tout le calcul de tous les produits de la classe 7 et toutes les charges de la classe 6. Pour ce faire, il suffit juste de se référer aux informations qui sont recensées dans le plan comptable général. Moi, puisqu'il y a trop d'informations sur le PCG, moi, j'aime pas trop passer mon temps à mémoriser tous les codes, toutes les codifications qui peuvent y exister sur ce petit livre. Par contre, ce qu'on peut dire, oui, aussi à noter, c'est que le PCG est autorisé lors des examens. Donc, faut pas mémoriser, faut pas perdre son temps à mémoriser toutes les fournisseurs, les charges, les créances, tout ça. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que les résultats, c'est l'ensemble de tous les produits de la classe 7, mm, moins toutes les charges de la classe 6. Donc ça inclut tout ce qui est, la classe 7 constitue tout ce qui est produit pour l'entreprise. On tient à faire cette distinction parce que en général, les personnes qui sont responsables de la gestion de la trésorerie, que ce soit en théorie ou en pratique, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de mélanger en fait les charges des produits. Donc il est important de faire cette petite distinction
Et donc, après avoir vu les résultats, on passe après sur ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, qui n'est rien d'autre que la marge brute d'autofinancement, qui n'est rien d'autre aussi que le cash flow. En réalité, il y a chacune d'entre eux à sa propre définition, mais nous, on va, pour simplifier les choses, considérer que ce sont toutes les mêmes choses. Et pour les obtenir, il suffit de faire la différence entre les produits encaissables ainsi que les charges décaissables, c'est-à-dire tous les produits qui constituent des fonds liquides pour l'entreprise ainsi que des charges liquides pour ceux qui vont sortir des caisses ou du compte bancaire de l'entreprise. Après avoir fait cette petite distinction, on va maintenant rentrer dans le fond du sujet, dans le vif du sujet, qui concerne la gestion de la trésorerie à proprement dite. Alors de cette définition, la trésorerie d'une entreprise peut être appréciée dans le temps, soit annuellement, soit mensuellement, soit quotidiennement, et selon les besoins de l'entreprise, chacune de ces dimensions a ses particularités et ses utilités dans la vie courante de la société. Donc, comme toujours, on ne va pas perdre notre temps à trouver des significations à chacune de mots. On va juste retenir les 3 points qui sont soulignés dans cette petite remarque. Donc, comme ce document lui dit, on peut apprécier la trésorerie de l'entreprise soit annuellement, donc c'est-à-dire qu'on peut gérer la trésorerie de l'entreprise, on peut mettre en place une stratégie de gestion de la trésorerie de l'entreprise annuellement. On verra après comment ça fonctionne. Ben, on peut aussi faire la gestion de la trésorerie de l'entreprise mensuellement. Donc chaque mois, les responsables de la finance de l'entreprise, de la trésorerie de l'entreprise et de tout ce qui sont en relation avec le bon fonctionnement de la partie financière de l'entreprise, ils peuvent le faire mensuellement, c'est-à-dire le mois à partir de janvier au mois de décembre. Donc il y a pas de, comment dire, il n'y a pas de mois en particulier qui est exclu. On peut le faire en tous les mois en fait. Et après avoir embrassé tout ce qui concerne la gestion de la trésorerie mensuellement, il faut aussi savoir qu'on peut gérer quotidiennement la trésorerie de l'entreprise. Donc dit comme ça a l'air de sous-entendre que on a une forme de gestion de trésorerie annuellement et on a aussi une forme de gestion de trésorerie mensuelle et quotidiennement. Mais en réalité, se sont imbriqués l'un après l'autre. La gestion annuelle de la trésorerie permet d'avoir une prévision, une petite prévision de ce qui va être la trésorerie de l'entreprise pendant les mois. Et après avoir eu une appréciation de la trésorerie pour chaque mois, on peut aussi avoir une estimation des besoins ou peut-être aussi des déficits de trésorerie que l'on peut rencontrer quotidiennement. Et c'est là que les choses se corsent un petit peu parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai déjà passé mon troisième année. Donc la gestion annuellement c'est assez facile. On verra après pourquoi. Le mensuel aussi, c'est facile aussi. Mais la gestion quotidienne de la trésorerie, ça implique de comprendre des tas de formules. C'est là qu'on rentre vraiment dans le mathématique financière qu'on avait déjà vu en L1, en L2. Donc les matières, ils sont complémentaires. Et toutes les matières qu'on a déjà vues en, pendant les années précédentes, en fait, ils vont nous être très utiles puisque ça va nous permettre d'avoir une bonne trésorerie pour simplifier les choses. Donc, maintenant, puisqu'on a vu qu'il y avait 3 façons de gérer la trésorerie de l'entreprise, et on l'a vu, elle peut se faire annuellement, elle peut aussi se faire mensuellement, mais elle peut aussi se faire quotidiennement. Maintenant, on va commencer par la gestion annuelle de la trésorerie de l'entreprise. Ah, pourquoi ça s'efface pas? Faut d'abord que je
j'efface ces petits surbrillances parce que ça casse un peu l'ambiance de mon affichage. Donc c'est gommé. Ah, ça n'efface pas. Ça y est. Donc je ferme et on passe à la gestion de la trésorerie pluriannuelle. L'approche annuelle de la trésorerie est surtout basée sur l'analyse de la structure financière de l'entreprise. L'appréciation de ce fait est réalisée d'année en année et surtout à la fin de chaque exercice à travers le bilan fonctionnel. Comme toujours, on va partir de la définition. L'approche annuelle de la trésorerie est surtout basée sur l'analyse de la structure financière de l'entreprise. De ce fait, elle est réalisée d'année en année et surtout à la fin de chaque exercice à travers le bilan fonctionnel. Puisqu'on l'a déjà expliqué précédemment, la gestion annuelle se fait d'année en année. Donc, en fin de chaque année, on l'a vu dans la comptabilité, dans nos cours de comptabilité, qu'on a ce qu'on appelle un bilan. On a aussi les comptes de résultats, on a toutes sortes de bilans. Et d'après ces informations de base, on va construire ce qu'on appelle d'abord un bilan fonctionnel, mais aussi un bilan financier. Alors les deux, même si les deux se ressemblent un tout petit peu, on note une différence entre ces trois types de bilans en fait, mais chacun d'entre eux a des vocations, comment dire, ils sont utiles à la mise en place soit d'un analyse financier, soit d'une prise de décision pour ce qui concerne la gestion de trésorerie. Donc, bilan fonctionnel. À quoi ça ressemble un bilan fonctionnel? Ça, j'ai simplifié les choses. C'est un tableau divisé en deux colonnes et quatre lignes. Où à gauche, on retrouve l'actif comme toujours et à droite, les passifs. Et après retraitement du bilan simple, on obtient en actif les emplois stables, les actifs circulants d'exploitation, les actifs circulants hors exploitation, les actifs de trésorerie. De l'autre côté du bilan, on a le passif. Et ce qui constitue le passif, ce sont les ressources durables, les dettes d'exploitation, les dettes hors exploitation le passif de trésorerie. Ce qu'il faut savoir, c'est le tableau que je vous montre ici, c'est l'aboutissement en fait. Ça signifie que avant d'avoir réalisé ce tableau, il y a ce qu'on appelle un retraitement, mais le retraitement c'est un peu difficile dans le sens où il y a trop de choses à retenir, comme je l'ai déjà mentionné plus haut. J'aime pas trop retenir, bourrer ma tête avec des informations inutiles. Mais une fois que l'on a pu réaliser ce petit tableau, on peut facilement apprécier annuellement la gestion de la trésorerie. Et on va voir après pourquoi. Justement pourquoi. Lorsqu'on a obtenu les tableaux, lorsqu'on a réalisé le bilan fonctionnel, on procède à quelques calculs. En premier, le fonds de roulement net global. Ensuite, le besoin en fonds de roulement. Et à la fin, la trésorerie nette. Qu'est-ce que le fonds de roulement net global? Si on prend au mot, c'est le fonds de roulement net global, c'est-à-dire l'ensemble des ressources que possède l'entreprise pour faire fonctionner la structure. Pour obtenir ce fonds de roulement, et qui a une valeur mathématique, on fait la différence entre les ressources durables avec les emplois stables. Ça, c'est la formule qu'on réalise avec le haut du bilan. Par contre, si on est assez pédant ou que le sujet demande que l'on recherche le fonds de roulement net global à partir du bas du bilan, on a aussi une formule assez simple. C'est de faire la différence entre la partie actif du bilan et la partie passif. La partie actif contient l'actif circulant d'exploitation, l'actif circulant hors exploitation et l'actif de trésorerie. Et de l'autre côté du bilan, on a les dettes d'exploitation, les dettes hors exploitation, et aussi les passifs de trésorerie. Après avoir fait le calcul des besoins des FRNG,
on commence à réaliser le calcul des besoins en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, c'est, comme son nom l'indique, c'est le besoin en fonds de roulement. On a dit tout à l'heure ce qu'est le fonds de roulement. On a déjà vu comment le calculer. Maintenant, on fait la calcul des besoins en fonds de roulement. C'est-à-dire quelles sont les ressources supplémentaires dont nous avons besoin pour faire fonctionner l'entreprise. Donc pour l'obtenir, il suffit de faire la différence entre l'actif circulant exploitation plus actif circulant hors exploitation, moins dette exploitation plus dette hors exploitation. Ce qui a changé avec cette formule, ce qui diffère le FRNG avec le BFR, c'est qu'on a exclu la partie trésorerie du calcul, que ce soit de l'actif ou du passif. Donc on en a besoin que ce qui concerne l'exploitation, leur exploitation, et on exclut la trésorerie. Donc on ne tient pas compte de la trésorerie nette. Dernièrement, on doit aussi procéder au calcul de la trésorerie nette. Trésorerie nette, je pense qu'il doit y avoir le net doit être au féminin, mais je l'ai oublié, donc on va rester ainsi. Et pour la trésorerie nette aussi, on a deux calculs à réaliser. Deux manières en fait de procéder au calcul. Donc soit directement, parfois dans les examens, ils donnent directement la trésorerie, les actifs de trésorerie et aussi les passifs de trésorerie. Donc là, on n'a plus qu'à procéder au calcul. Par contre, ils peuvent complexifier un peu le sujet, et puisque c'est aussi leur rôle de complexifier la vie des étudiants. Donc ils ont recherché une autre formule pour trouver ce fichu de trésorerie nette. Donc pour l'obtenir, il suffit de faire la différence avec la FRNG et le BFR. Et on a déjà vu comment on obtient ces deux entités mathématiques, qui est très utile pour apprécier pluriannuellement la trésorerie de l'entreprise. Maintenant, on passe à autre chose. Les problèmes de trésorerie seront la vision pluriannuelle. Maintenant qu'on a fait le tableau, qu'on a réalisé le bilan fonctionnel et qu'on a pu procéder au calcul des entités importantes dans le bilan fonctionnel, maintenant on peut maintenant cerner d'où vient le problème de la trésorerie de l'entreprise, ou d'où peut provenir les éventuels problèmes de trésorerie que l'entreprise pourrait avoir dans un futur proche. Donc toujours avec une définition, avant de se poser des questions sur l'origine des problèmes de trésorerie que peut avoir l'entreprise sous une perspective pluriannuelle, on commence à calculer la valeur de la trésorerie nette sous la formule à l'équilibre, c'est-à-dire Tn égale FRNG moins BFR. À l'issue de ce calcul, on peut remarquer le souci de trésorerie, soit du haut du bilan, soit du bas du bilan. Alors, qu'on s'entende, on obtient toujours le même résultat avec la trésorerie nette quand on utilise la formule du FRNG moins BFR, ou que l'on utilise la formule du actif de trésorerie mais en passif de trésorerie. C'est-à-dire qu'on obtient toujours la même valeur de trésorerie nette. Par contre, on ne peut pas réaliser l'analyse que si on recherche la trésorerie nette à partir du FRNG moins BFR. Ça, c'est une chose dont il faut tenir compte. Alors, si on regarde les problèmes du haut du bilan, on part de la formule de FRNG à partir du bilan fonctionnel, c'est-à-dire FRNG égale RD moins ES. Et pour rappel, RD c'est ressources durables, qui est issu du haut du bilan du bilan fonctionnel, et qui concerne les ressources durables, et ES c'est toujours du haut du bilan et qui concerne les emplois stables de la colonne actif. Et là, on peut avoir deux conclusions. Si on rencontre un problème de trésorerie, c'est que soit les ressources durables sont insuffisantes, alors la solution va être de soit augmenter les capitaux propres, soit de contracter des prêts à long terme. Dans le livre, il dit plutôt sous-capitalisation, mais là, vous comprenez un peu ce que cela veut dire, donc je ne vais pas perdre mon temps à réexpliquer tout ça. Donc, deuxième source de problème, si elle ne vient pas des ressources durables, il se peut que les problèmes viennent des emplois stables. Alors les problèmes sont, il se peut que les emplois stables sont trop importantes. Donc la solution serait alors de céder les immobilisations non utilisées.
puisque par définition, les actifs, les emplois stables sont constitués principalement des immobilisations euh, non circulants dans le bilan, dans le PCT. Ça concerne le terrain, ça concerne aussi le bâtiment, mais ça concerne aussi les bails, les contrats-bails, etc., etc. Ça, c'est le problème. Ce sont les sortes de problèmes issus du haut du bilan. Maintenant, on va voir ce qu'il en est lorsqu'on se concentre du bas du bilan. Alors, du bas du bilan, on part de la formule du FRNG à partir du bas du bilan fonctionnel, c'est-à-dire FRNG égale ACE plus ACHE plus AT moins DE plus DHE plus PT. De là, on peut avoir trois conclusions. Là, je suis un peu flemmard, donc là encore, j'ai pas pensé à donner les définitions des abréviations, mais vous comprenez ce qu'ils signifient. Donc on passe directement à la suite. Soit les stocks sont trop importants, soit le temps de paiement des clients, c'est-à-dire des grands clients est trop long, soit le temps de règlement des fournisseurs est trop court. Donc là, on rencontre des problèmes. Puisqu'on part de bas du bilan, on peut remarquer que à l'actif, ce qui constitue le plus l'actif d'exploitation et l'actif hors exploitation, c'est que les créances que l'on a, c'est-à-dire ceux qui sont en notre actif, ce sont surtout les produits que l'on n'a pas encore vendus et qui restent en stock. Prenons un exemple. On a fabriqué ou commandé 1000 produits pendant le mois de janvier. Par contre, on n'a pu vendre que 400. Donc, il reste 600 produits dans les stocks de l'entreprise. Ce qui peut causer un problème, puisque, tant entendu, puisque les produits ne sont pas vendus, il y a de l'argent qui est coincé dans, euh, dans les stocks. Donc ça peut causer des problèmes de trésorerie. Deuxième, euh, deuxième problème, c'est le temps de paiement des clients. Dans notre pratique commerciale, nous ne sommes pas encore dans la pratique, mais on voit dans les us et coutumes que les entreprises, pour vendre leurs produits, utilisent ce qu'on appelle un procédé marketing qui consiste à accorder des délais de paiement aux clients. Donc, pour son argument de vente, il peut dire par exemple, la télé que je vous vends, vous pouvez nous donner la moitié du prix TTC du produit au comptant, c'est-à-dire à l'instant où le produit est livré chez le client. Par contre, la moitié, elle sera livrée pendant, je sais pas, 1 ou 2 mois, je sais pas. Et je dirais qu'en accord au client, il peut causer un problème de trésorerie si on ne sait pas équilibrer en fait ce qui rentre dans l'entreprise et qui sort. Et puisque on accorde des temps de règlement à nos clients, on demande également des délais de règlement à nos fournisseurs. L'exemple le plus concret, c'est que pour produire, je ne sais pas, par exemple, notre entreprise construit des moufgas. Les moufgas, moi, c'est un exemple que j'aime bien utiliser. Et pour produire ces moufgas, on a besoin de farine, on a besoin de l'huile, on a besoin aussi de charbon. Et chez chacun des fournisseurs de ces matières premières, on a demandé des temps de règlement. Donc, soit un mois, 2 mois, je sais pas. Dans la pratique, ils accordent pas 2 mois. Même ils accordent même pas de délai de remboursement. C'est entre guillemets, ça, nous. Si dans la gestion de la trésorerie d'entreprise, les délais qu'on accorde aux clients et les délais que les fournisseurs nous accordent, il peut y avoir un problème de trésorerie. Donc, les problèmes de trésorerie, il est vraiment important que l'entreprise ne se trouve ni en situation de cessation de paiement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent dans leur caisse, alors qu'ils doivent verser des salariés, verser des salaires aux employés, payer les cotisations à l'État, ou à quoi d'autre, c'est Dirama, je sais pas. Et il y a aussi un autre problème dans la gestion de la trésorerie, c'est il faut pas qu'il y ait trop d'excédents de trésorerie. À minima, il y a une mauvaise gestion de la trésorerie si la trésorerie est très conséquemment en dessous des euros, mais il y a aussi un problème
lorsque la trésorerie excède de loin de zéro. Donc il y a toujours un problème de gestion de trésorerie. Donc là, j'ai enregistré 25 minutes pendant 25 minutes. Ce sont les bases vraiment qu'il faut comprendre. Ensuite, je sais pas si besoin, on va faire un petit exercice toujours ce format vidéo. Et après, on passe aux prochaines étapes parce que la gestion de trésorerie est encore trop long. Et ça demande encore beaucoup de lucidité, je sais pas, bon visionnage. Et j'espère que vous aurez tous 15 sur 20 lors des examens.